Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec la crise diplomatique au Moyen-Orient. L'exécution d'un influent religieux chiite en Arabie Saoudite cette semaine a déclenché de nouvelles tensions entre sunnites et chiites. Le développement de cette crise menace de diviser les pays musulmans et d'affecter le paysage géopolitique de la région. L'Arabie saoudite prétend que ce religieux chiite saoudien a été exécuté à la suite d'accusations de terrorisme. Mais ceci n'a pas arrêté des manifestants iraniens de mettre le feu à l'ambassade saoudienne à Téhéran. Et 2 mosquées sunnites en Irak ont été attaquées lundi. Cet incident bouleverse les pays musulmans. L'Iran rivalise avec l'Arabie saoudite pour dominer le monde musulman et veut contrôler les sites religieux et propager le chiisme dans la région. Téhéran a sévèrement critiqué la décision de l'Arabie saoudite de rompre les liens diplomatiques avec l'Iran. Nous déclarons de manière décisive et claire que la République islamique d'Iran a naturellement pris et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la respectabilité et observera les règles internationales pour protéger toutes les missions diplomatiques. Le gouvernement saoudien a pris des actions pour rompre les liens même quand tout était sous contrôle et qu'il n'y avait aucune menace pour les diplomates saoudiens. Bahreïn a suivi l'Arabie saoudite et a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran lundi. La plupart des pays arabes, y compris l'Égypte et la Ligue arabe, soutiennent le monarque saoudien dans cette impasse. Ils ont pris la bonne décision pour combattre le terrorisme chez eux. Ils ont adopté des mesures qui sont entièrement légales. Ce n'est pas le rôle d'une tierce partie d'intervenir dans les affaires d'un pays comme nous l'avons vu récemment. Environ 85% des musulmans à travers le monde sont de confession sunnite. Mais l'Iran a renforcé sa position en Libye, au Yémen, au Liban, en Syrie et en Irak au cours des dernières années. Les États sunnites accusent Téhéran de vouloir mener une politique expansionniste. Ils exhortent l'Iran à adopter une position plus réservée. Depuis la mise en place de la République islamique en Iran en 1979, Téhéran a propagé le chiisme et s'est immiscé dans plusieurs pays arabes grâce à la collaboration des chiites qui vivent dans ces pays. L'Iran doit penser au bien-être de la région et pas seulement à ses avantages. L'Iran doit être conscient qu'en alimentant la haine entre chiites et sunnites, cela ne fera que nous diviser. La rivalité entre sunnites et chiites n'est pas nouvelle. Mais dans une région qui souffre déjà des affres du terrorisme, le Moyen-Orient ne peut se permettre de vivre une autre crise interne. Les pays du monde expriment leur inquiétude face à la situation actuelle entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que la Chine espérait que les pays en question demeureraient calmes, feraient preuve de retenue et résoudraient leurs problèmes de manière appropriée, en privilégiant la stabilité régionale, le dialogue et la consultation. Un conseiller du Premier ministre pakistanais, Sartaj Aziz, a déclaré qu'Islamabad était prêt à faire de son mieux pour jeter un pont entre les deux pays. Il a dit son espoir de voir les deux parties restaurer des relations de dialogue. Et le Premier ministre turc Ahmed Davutoglu a appelé les deux parties à utiliser les canaux diplomatiques pour calmer les tensions. Il a dit que la Turquie était prête à jouer un rôle. Les États-Unis et l'Europe ont eux aussi appelé à la retenue. Les tensions diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran suscitent des craintes chez les pays voisins, tels que la Syrie et le Yémen. Les experts affirment que ces tensions sont source de grandes incertitudes au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite dit que la tension actuelle est due à des attaques de manifestants contre ses missions diplomatiques. Pour ceux qui protestent, c'est l'exécution d'une grande figure religieuse chiite par Riyad qui est en cause. Mais aux yeux de la Syrie, un allié de l'Iran, les choses peuvent s'expliquer sous un autre angle. Un programme diffusé par la chaîne nationale syrienne dit que la cause des tensions est la mauvaise santé de l'économie saoudienne. L'Arabie saoudienne aurait initié une guerre économique contre l'Iran en faisant baisser le prix du pétrole brut, mais le plan a été avorté. Les experts préviennent que cela pourrait mettre en danger les pourparlers de paix syriens prévus pour le 25 janvier. Les relations tendues auront un impact négatif. Les parties impliquées dans le processus politique risquent de rejeter une solution diplomatique. Ils pourraient revenir à des solutions violentes. Les experts craignent un autre scénario dans lequel l'Arabie saoudite et l'Iran
augmenteraient encore leur soutien aux parties belligérantes en Syrie, ce qui pourrait encore envenimer les choses. Un communiqué de Téhéran dit que le pays a envoyé des conseillers militaires en Syrie et l'Arabie saoudite fournit une aide à l'opposition syrienne. Cela veut dire que le conflit va encore s'intensifier, spécialement dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest. Le Yémen, voisin de l'Arabie saoudite, est divisé sur la question. Son président, Abd Rabbu Mansour Hadi, s'est entretenu avec le ministre saoudien de la Défense et a critiqué les attaques iraniennes contre l'ambassade saoudienne. Les houthis, un groupe rebelle yéménite, disent que l'Arabie saoudite a eu tort de faire exécuter ce leader religieux. Les experts prédisent que les deux camps en conflit au Yémen vont devoir choisir entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui va encore aggraver la situation déjà très instable dans ce pays. Le président américain Barack Obama a utilisé son pouvoir réglementaire pour imposer de nouvelles restrictions aux ventes d'armes, disant que le droit de porter une arme à feu protégé par le second amendement devait s'exercer en équilibre avec les droits des citoyens, aller au cinéma, dans les lieux de culte et à l'école en sécurité. Les droits du second amendement sont importants, mais il y a d'autres droits dans la Constitution. Et nous devons les mettre en équilibre, parce que le droit d'exercer une religion librement et en toute sécurité, ce droit a été dénié aux chrétiens de Charleston, en Caroline du Sud. Il a été dénié aux juifs de Kansas City, aux musulmans de Chapel Hill et aux sikhs de Oak Creek. Ils avaient ce droit pourtant. Notre droit d'assemblée pacifique, ce droit a été refusé à ces gens qui allaient au cinéma, à Aurora et à Lafayette. Notre droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Ces droits ont été arrachés à ces élèves de Blacksburg et de Santa Barbara, et aux lycéens de Columbine, et aux enfants de Newtown, des enfants, et à toutes les familles qui n'auraient jamais imaginé que leurs êtres chers puissent être un jour enlevés par une balle de fusil. Chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend fou. Et au fait, ça se passe dans les rues de Chicago tous les jours. Alors nous tous ensemble, nous devons demander au Congrès d'être assez courageux pour se dresser contre le lobby des armes. Nous devons leur demander de protéger leurs citoyens. L'Assemblée nationale vénézuélienne s'est réunie pour la première fois depuis la victoire de la coalition lors des dernières élections législatives, mettant fin au contrôle du Parlement par la gauche. Regardons. C'est la première fois en 17 ans que l'opposition arrive à prendre le pouvoir au Parlement du Venezuela. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez à la fin de l'année 1999, l'Assemblée nationale a toujours été aux mains de ses partisans. Désormais, le rapport de force s'est complètement inversé. Un vétéran de l'opposition, le politicien Henry Ramos, est aujourd'hui le nouveau président de l'Assemblée. Son prédécesseur, Diosdado Cabello, qui reste l'un des hommes les plus influents de la vie politique du pays, a perdu son siège après des années passées aux plus hautes fonctions. Certains affirmaient déjà que cette assemblée nouvellement élue aurait des difficultés à se réunir. Mais malgré la résistance acharnée de la vieille garde gouvernementale, tous les députés de l'opposition ont enfin pu prendre possession de leur nouveau siège. Certains analystes affirment que le Venezuela connaît actuellement un tournant politique irréversible. Nous vivons actuellement un moment historique pour tous les Vénézuéliens. Le peuple est fatigué de toutes ces mauvaises politiques qui ont été menées par le gouvernement précédent. Mais les partisans du gouvernement actuel rappellent que le contrôle du Parlement ne signifie pas encore que le pays est totalement sous contrôle. Nous avons seulement perdu une partie du pouvoir à travers les dernières élections législatives. Mais nous allons continuer le combat dans les rues. Le président Maduro a lourdement insisté sur le fait qu'il allait clairement bloquer toutes les initiatives prises par la nouvelle Assemblée nationale. Chaque vote, par exemple, qui visera la libération de certains opposants politiques, sera, dit-il, rejeté par la Cour suprême, contrôlée par le gouvernement. Maduro a par ailleurs déclaré que les futures tentatives visant à interroger les dirigeants actuels de la Banque centrale sur la situation délicate de l'économie vénézuélienne ne seront pas autorisées. Les commémorations de l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo ont débuté en France. Le président François Hollande a hier dévoilé une plaque commémorative sur les lieux de l'attentat.
les anciens locaux de l'hebdomadaire. Il a également déposé une gerbe portant les noms des 11 victimes. 2 autres plaques ont été inaugurées sur le site où un policier a été abattu et devant un supermarché cachère où des clients juifs ont été pris pour cible. C'est au total 17 personnes qui ont été tuées lors des attaques il y a un an dans la capitale française. Attaques qui ont été surnommées le 11 septembre français. L'incident a marqué le début d'une vague d'attentats djihadistes qui a culminé lors du massacre du 13 novembre. Direction le Nigeria à présent, où la directrice du Fonds monétaire international a précisé qu'elle ne venait pas dans la première économie d'Afrique pour négocier une aide. Les raisons à sa venue en images. Lors de sa rencontre avec le président Buhari, Christine Lagarde a conseillé au Nigeria de diversifier et d'élargir son assiette fiscale, afin de réduire la vulnérabilité de l'économie nigériane face au déclin du cours de son principal produit à l'export, le pétrole. Elle a également fait part de son soutien à la lutte contre la corruption, qu'elle a qualifiée de très importante, et ajouté que le plan de réforme du président pourrait avoir des répercussions positives sur la région. À ceux qui se demandent pourquoi la directrice du FMI se rend au Nigeria, c'est précisément pour avoir des discussions sur ces nouveaux objectifs. Ce programme de réforme qui a été identifié et soutenu par le président. Et également pour évaluer les répercussions que cela aura sur les pays voisins, car avec une grande économie telle que celle du Nigeria, quoi qu'elle fasse, quelle que soit la difficulté à laquelle elle fait face, cela aura des conséquences autour d'elle. Une équipe d'économistes va venir la semaine prochaine pour faire ce que nous appelons l'article 4, qui est une évaluation et un audit et des discussions franches entre partenaires. Le FMI d'un côté, les autorités du pays de l'autre, pour véritablement évaluer si le financement est en place. Si la dette est vraiment soutenable, si les coûts d'emprunt sont sensibles et quelle est la stratégie à mettre en place pour affronter les défis qui s'annoncent. Un bus a pris feu dans la région autonome Hue du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, tôt mardi matin. Un suspect a été arrêté et accusé d'avoir allumé l'incendie. Ce dernier cherchait à se venger sur la société pour une dette personnelle. L'incendie a tué 17 personnes et blessé plus de 30 autres. Les blessés sont à présent en soins intensifs à l'hôpital. Un véhicule bondé a soudainement pris feu. Les flammes se sont propagées dans le bus à l'entrée d'un magasin de meubles dans la région du Ningxia, dans le nord de la Chine, à 7 h du matin, mardi. Les proches des blessés disent que l'explosion les a totalement pris au dépourvu. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a sauté hors du bus après avoir vu les flammes. Elle ne se souvient plus de comment elle est sortie du bus. Son corps tout entier était en feu. Elle était très nerveuse. L'explosion a causé la mort de 17 personnes et blessé 32 autres, dont 8 sont dans un état critique. Les blessés souffrent de terribles brûlures. 3 victimes ont succombé aux blessures. Tous les passagers blessés ont été emmenés dans un hôpital local. Ils sont à présent en observation. Comme il est sévèrement blessé, cela nous prend davantage de temps pour observer le statut, pour s'assurer si c'est le système respiratoire ou les organes qui ont été touchés. Il s'agit d'une procédure compliquée. Nous avons besoin de temps pour observer, mais nous ferons définitivement notre maximum pour les sauver. L'incendiaire suspect a été arrêté par la police et plus de 350 personnels ont été déployés pour ouvrir une enquête ou poursuivre les soins des blessés. Il ne s'agit malheureusement pas du premier cas d'explosion de bus en Chine. Plusieurs bus ont explosé ces dernières années. Des cas souvent liés à des personnes souffrant de troubles mentaux ou ayant des motivations de vengeance personnelle. À partir du 4 janvier, la plage horaire d'échange du yuan à l'étranger a été étendue de 7 h pour se terminer à 23 h 30, heure de Beijing. Il est 16 h 30, l'heure de fermeture habituelle de la salle de marché d'échange de la Banque de Chine. Mais aujourd'hui, les affaires ont continué et ne se sont calmées que 7 heures plus tard. Les anciens horaires d'échange allaient de 9 h 30 du matin à 16 h 30, heure de Beijing. Mais à présent, ces horaires d'ouverture ont été prolongés jusqu'à 23 h 30. Soit 7 heures de plus que l'ancienne limite.
Nos horaires de travail ont été prolongés jusqu'à 23h30. Notre charge de travail s'est alourdie. Mais ces horaires prolongés nous offrent également davantage d'opportunités pour échanger des devises. Et pour les investisseurs étrangers, cela leur permet de bénéficier d'une autre référence pour les opérations des marchés. Les échanges de devises pour les clients qui ne sont pas investisseurs ont également été facilités et sont devenus plus pratiques. Avant les nouvelles règles, les clients devaient échanger leurs devises au guichet et ils devaient terminer avant l'heure de fermeture de la banque. Mais à présent, ils peuvent acheter des devises en ligne à n'importe quelle heure avant 23 heures à travers notre application bancaire. Selon les analystes, la plage horaire étendue d'échange du yuan est une étape cruciale pour le développement de l'internationalisation de la monnaie chinoise. Et la Chine devrait encourager davantage d'institutions étrangères qualifiées à participer à son marché intérieur d'échange de devises. Qu'importe l'avancée de la saison hivernale, les Chinois profitent des patinoires, des sculptures sur glace et autres pistes de ski. Les plus grandes patinoires se trouvent aux abords du palais d'été. Après 30 années d'abandon, la plus grande patinoire de Beijing a ouvert l'hiver dernier. S'étendant sur 700 000 m², elle se trouve en haut du lac Kunming et offre une vue spectaculaire du palais d'été, l'ancienne résidence impériale d'été, et désormais inscrite au patrimoine mondial. Je viens chaque week-end au palais d'été, mais c'est la première fois que je viens patiner ici. Je ne suis pas très bonne, mais c'est très amusant. Dans le même temps, dans une banlieue de Beijing, des employés préparent des blocs de glace pour le 27e festival du tourisme de neige et de glace de Yanqing, qui se tiendra à la mi-janvier. La plupart de la glace vient du lac Wangyou dans le district de Yanqing, sur la montagne Yudu qui s'élève à 800 mètres d'altitude et fait plus de 30 cm d'épaisseur. La glace est coupée en cubes, transportée par camion vers la vallée de Longxinxia, où elle est taillée en forme de sculptures diverses. Et outre cela, le festival inclura également une zone ornée de lanternes et diverses activités. Et en allant plus au nord, le 19e festival touristique de neige et de glace de Changchun a ouvert dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine. Il a débuté lundi avec une compétition de ski regroupant plus de 2000 participants venus de plus de 33 pays et régions. Désormais, c'est de mieux en mieux chaque année, je pense. Il y a tellement de neige et le cadre est vraiment bien sur place. Nous combinons les sports, les loisirs et le tourisme. Les gens peuvent apprécier le lieu et jouer avec la neige. C'est une ville de glace et de neige. Le festival va durer 90 jours et les visiteurs pourront prendre part à des activités de nage hivernale, de culture folklorique et d'autres activités liées à la glace. Nous poursuivons notre série sur les minorités ethniques en Chine dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud-ouest du pays. Les Zhuang sont l'une des plus importantes minorités ethniques de la Chine et leur culture est encore bien vivante. Plusieurs jeunes travaillent d'ailleurs à faire la promotion du chant folklorique que cette ethnie affectionne particulièrement. Ma collègue Julie est allée sur place à leur rencontre. Je me trouve dans le comté de Tianyang, dans la province du Guangxi, où réside la minorité ethnique Zhuang. Le chant folklorique est l'un des aspects les plus intéressants de leur culture. Et avec ces paysages magnifiques, on peut facilement comprendre d'où vient leur inspiration. Ce n'est pas par hasard que la région peuplée par les membres de l'ethnie Zhuang est surnommée mer de chansons, même si on retrouve ici surtout des montagnes. À chaque année en avril, des milliers de personnes convergent vers le comté de Tianyang pour participer au plus grand rassemblement de la communauté Zhuang dans la région. Il peut faire très chaud dans le Guangxi, même en avril. Les Zhuang cherchent toujours un peu d'ombre pour se rafraîchir. Certains se reposent, mais pour d'autres, notamment pour les chanteurs, c'est un moment de préparation. C'est aussi sous les arbres que les chansons vont prendre leurs racines dans le répertoire traditionnel. Les Zhuang ne font pas que chanter sous les arbres. Ils se livrent parfois à des compétitions de chant. On y va. C'est ici que les choses deviennent plus sérieuses. Les chanteurs vont maintenant se mesurer les uns aux autres. Tour à tour, parfois en groupe, en duo, en trio ou même en solo, les chanteurs vêtus de leurs costumes traditionnels vont tenter de convaincre les juges qui évaluent plusieurs aspects de leurs prestations.
Lors de ce festival, on a pu voir plusieurs chanteurs, mais aussi plusieurs styles, ce qui prouve que cette forme d'art est encore bien vivante. Lors de notre passage à ce festival, nous avons rencontré Wei Qingqing, une jeune femme issue de la communauté Zhuang. Elle vient au festival tous les ans pour enrichir son répertoire de chansons traditionnelles et trouver de nouvelles sources d'inspiration. Les oreilles remplies de tout ce qu'elle a pu entendre lors du festival, Qingqing revient à la maison pour travailler avec des collègues sur de nouvelles chansons. Avant, ils utilisaient papier et crayon, mais aussi des cassettes audio pour se rappeler des chansons. Maintenant, ce sont les téléphones et les ordinateurs portables qui font le travail. C'est une triste réalité, mais Qingqing a remarqué qu'il y a de moins en moins de jeunes de sa communauté qui connaissent les chants folkloriques Zhuang. Elle a donc ressenti le besoin d'en faire plus pour conserver et faire la promotion de son héritage culturel. 我作为一个壮族人，我觉得我有这个义务去传承我们这个壮民族的这个山歌。我就是每周五都会，如果有时间的话，都会去乡下的学校教这些孩子唱山歌。 J'ai été très impressionnée par la communauté Zhuang et particulièrement par leurs chants folkloriques. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce groupe de jeunes qui travaillent pour la promotion de leur culture. Grâce à leurs efforts, je suis convaincue que leur culture va continuer et évoluer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.